André le Moine, une idylle normande. Le comte Henri de Messalines avait sa trentaine sonné depuis 2 mois et 5 jours, le 15 avril 1860. Son père, ancien armateur du Havre, n'avait pas cru trop déroger en gagnant à grande vitesse, en toute probité du reste, l'argent fiévreux des affaires. De larges entreprises maritimes, confiées à d'intelligents capitaines et favorisées d'une heureuse étoile et d'un bon vent, l'avaient promptement enrichi. Il avait eu l'esprit de se retirer en veine de gain et d'acheter écus comptant plusieurs grosses fermes dans la haute et la basse Normandie. Son fils unique n'avait eu que la peine de naître, en vrai fils de roi, dans la plume de Grèbe. Comme ceux à qui tout vient à souhait, il n'avait presque jamais rien désiré. Ayant reçu une très belle éducation, du reste au collège Henri IV, et fait son droit comme tout le monde, il se trouvait à sa majorité possesseur de 300 bonnes 1000 livres de rente en revenus de biens-fonds, qui ne roulent pas comme des pièces d'or et ne s'envolent pas comme des billets. Dans ces conditions, on est à peu près libre de nos jours. Sans être un homme de génie, il était fort intelligent, d'aptitudes variées, et très heureusement pour un petit monde d'élite, accusait une préférence marquée pour les belles œuvres d'art, surtout les toiles de paysagistes. Il ne ressemblait en rien à quelques-uns de nos riches prud'hommes contemporains qui furettent sans pudeur les ateliers, achètent peu, et parfois gratifient l'artiste d'un sourire de commisération gouailleuse à faire lever les épaules des plus humbles. Lui admirait sérieusement et payait fort bien. On dit même que plus d'un peintre en détresse avait pu recevoir sans rougir quelque sérieux service de ses belles mains généreuses. Dans le monde des arts, on ne parlait de lui qu'avec la plus courtoise déférence. Savoir donner de bonne grâce est vraiment si rare qu'on s'étonne parfois du petit nombre des ingrats. L'homme physique était grand, vif, alerte, robuste, prompt à la réplique. Un jour de marché, un gars un peu aviné, s'étant permis quelques paroles outrecuidantes sur la fille d'un de ses fermiers, avait été vivement appréhendé au corps et fait à genoux amende honorable devant la pauvre fille rougissante et confuse. Dans son monde à lui, pour 2 ou 3 petites affaires d'honneur dont j'oublie l'incident, il s'était fort correctement comporté. De sorte que, si les paysannes le regardaient comme un bon et solide garçon, courageux et bienveillant, les dames du meilleur monde le considéraient comme un parfait gentilhomme. À son âge, il avait un peu navigué, un peu chevauché, un peu joué, un peu aimé, dans le hasard des jours, sans être jamais ni trop amusé, ni trop ennuyé. Presque sans s'en apercevoir, il avait tout doucement coulé dans la trentaine, en restant garçon. À ceux qui lui demandaient pourquoi il ne s'était pas encore marié, il répondait qu'il n'avait pas eu le temps d'y songer. À ce parfait gentleman, il manquait pourtant quelque chose, je ne sais quoi, un rien, une lueur dans la physionomie. Sa mère était morte en lui donnant la vie. Le sourire et le regard maternel n'avaient pas éclairé son berceau. Ce jour-là, le comte avait passé la matinée à tuer des lapins entre Ranonovine et Samarcouf, dans un pays accidenté, dont les vieilles futaies dominent les hauteurs et regardent fort loin moutonner la grande nappe bleue de la mer, étalée magnifiquement depuis la pointe de la Hougue jusqu'aux grèves amoncelées de la Vire. Une guerre aux lapins, se disait-il. Saint-Hubert me pardonne, je suis honteux d'un massacre pareil. Et tout n'est pas détruit. 2 ou 3 fois qu'on oublie en donne presque un millier l'an après. Quelle fécondité chez ces aimables rongeurs, dans l'insondable mystère de leur profond labyrinthe. On parle de la Vénus marine et la Vénus souterraine, qu'en dirait-on? Me sont quelques raideurs au jarret.
et le chasseur s'allongea, parallèle à son arme, dans l'ombre d'un vieux chêne, en aspirant à petites bouffées un long havane craquant sec, dont il appréciait la valeur, tandis qu'un rossignol, tout frais arrivé de la veille, inaugurait à plein gosier les premières aubades du printemps. Accoudé nonchalamment sur un talus de mousse, le comte se prit d'abord à rêver, le regard perdu tout au fond de ces longues avenues où le ciel n'est pas grand de 3 zones, comme aux yeux de Virgile, mais apparaît en demi-lune bleue, si petite, si étroite et si loin, qu'on dirait à peine une trouée d'écureuils. Puis il ramena graduellement ses regards dans le voisinage, au bord d'un chemin creux, où le jour tamisé par une haute rangée de hêtres répandait magiquement sa lumière bleuâtre. Là, il aperçut quelque chose d'insolite, blanc comme neige, hémisphérique comme un champignon gigantesque. « Tiens !» s'exclama-t-il, « un parasol de paysagiste. Le parasol et la boîte à couleurs, et la pique et le sac de voyage, l'équipement complet de l'heureux bohème qui chemine à son gré pour faire ses études en plein air et replier bagages au bon plaisir de sa grâce nomade. J'admire ce fervent adorateur de la nature, si carrément établi dans mon parc réservé. J'aimerais à savoir quelle route il a dû prendre en dehors de ma grille et des murs de clôture qui n'ont pas une seule brèche. Je ne connais que la taupe et l'hirondelle pour se frayer sans façon un chemin si commode. Après tout, ce rêveur peu soucieux des gardes champêtres m'a tout l'air d'un juif errant qui serait à la mode. Soyons hospitaliers, abordons poliment notre homme. Et sans plus attendre, le comte descendit à la rencontre de l'inconnu. Monsieur, 1000 pardons, mais je n'ai pas l'honneur de me connaître. Oh, de profil c'est possible, mais de face. Oui, l'œil et la voix, mais la barbe me désoriente et j'ai beau fouiller mes souvenirs. Allons, un effort de mémoire. Un portrait de jeune peintre en habit somptueux comme Bruegel de velours. Cheveux blonds à torrents. Dans ta galerie, à droite. Georges, parbleu. Et les deux amis s'embrassèrent très cordialement, puis comme d'anciens camarades revinrent s'asseoir côte à côte sur le talus de mousse, tandis que, surpris de leur indifférence à son égard, le rossignol redoublait de vitesse et d'intensité dans l'émission de ses vocalises. « Vraiment, dit Henri, je ne t'aurais pas reconnu avec ce masque bronzé et la barbe en éventail, comme celle du feu roi mon patron. Non, les soleils étrangers, les fatigues, les années. Sais-tu quoi, voilà, 7 ou 8. Oh, 8 en réfléchissant. Et je l'espère, tu nous reviens pour longtemps. Qui sait? À une époque d'ordre composite aussi bizarre que la nôtre, les histoires les plus authentiques ressemblent à des aventures de romans. Je ne sais vraiment pas ce que l'avenir me réserve. Et tu reviens de fort loin? D'Égypte, d'Arabie, de la côte orientale d'Afrique, où, entre parenthèses, j'ai failli laisser mes autres paysagistes avant d'avoir fini mon œuvre, ce qui n'eût pas absolument égayé, et ce qui t'explique un peu mon absence prolongée. Et depuis quand débarquer? D'avant-hier seulement, à Granville, après avoir tourné l'Espagne par Gibraltar. Ah, mon ami, le croirais-tu? À la fin de cette longue traversée, quand je n'ai plus senti sous mon pied le bercement du navire, quand j'ai pris terre en flairant les herbes, j'ai voulu d'abord m'enfuir comme un ruminant dans ces bonnes et grasses vallées normandes, ne pouvant détacher mes regards des longs prés qui verdoient et verdoieraient jusqu'au bout du monde si la mer ne les arrêtait pas. J'ai laissé filer toute seule mes malles sur Paris, et je bats la campagne à travers les herbages, ivre de verdure et de joie dans ce magnifique pays occidental qui pour la première fois se révèle dans toute sa gloire à mes yeux fatigués. Et comme je porte toujours avec moi quelques bouts de toile et ma boîte à couleurs,
Je n'ai pas pu me défendre de planter ici ma pique et mon parasol, et je commençais mon esquisse dans la fièvre du premier mouvement, quand tu m'as dérangé. Pardon, cher ami, surpris et embarrassé comme un vieux camarade, aussi étonné sans doute de me voir dans cet antique futaie que moi de t'y rencontrer. Après tout, j'y pense, peut-être suis-je ici chez toi, car tu possèdes tant de châteaux qui ne sont pas en Espagne. Oui, quelques-uns, tu es ici parfaitement chez toi, tant qu'il te plaira d'y séjourner, et même si tôt ou tard tu veux y faire un nid, mon cher oiseau de passage. À la bonne heure, les années ne t'ont pas amoindri, toujours même jeunesse de cœur. Parbleu, avec des artistes tels que toi. Parti obscur, tu reviens célèbre. Sais-tu que depuis 3 ou 4 ans, on ne parle que de toi dans Paris? On couvre d'or les plus petites toiles de Georges Fontan. Tes derniers envois au salon rayonnent de lumière. C'est de l'Orient comme on n'en voyait plus. Et tu gagnes de 80 à 100 000 francs chaque année, et la gloire et la fortune t'arrivent de compagnie. Oui, l'Orient a un assez bon rapport pour les paysagistes. Quelques touffes de palmiers doux, un passage d'autruche à la ligne d'horizon, un vol de flamants roses, 4 ou 5 étoiles miroitant sur un bout de grève mouillé, il n'en faut pas davantage. Mais je n'ai pas oublié le bon génie auquel je dois une si grande part de mon succès. N'est-ce pas toi qui m'as tendu la main et généreusement ouvert ta bourse toute grande dans un jour de détresse? Tu m'as donné spontanément et sans arrière-pensée 30 000 francs, que tu pouvais parfaitement croire à fond perdu, quand je n'étais encore qu'un mince bohème, perdant courage, et bien près de sombrer dans le grand inconnu. Oh, 30 000 francs, mais que depuis tu m'as intégralement remboursé. Oh, je n'en reste pas moins ton éternel obligé, comme un frère de cœur et d'art. Aussi je bénis le hasard providentiel qui me jette aujourd'hui sur ta route pour t'exprimer ma vive gratitude. Et si jamais à une heure quelconque de ma vie, j'en suis convaincu, cher et illustre maître, je m'en veux pourtant de t'avoir caché quelque chose au jour néfaste où tu m'as secouru. Tu n'as jamais connu le fond de cette vieille histoire, le plus douloureux et le plus cher secret de ma jeunesse. Mais tu vas le connaître. Bon, oui, j'avais en effet toujours pressenti quelques mystérieuses aventures dans ton passé, et puisque tu me crois digne de la confidence, j'écoute. Tu sais qu'en faisant mes premières études de paysagiste, je courais un peu les grèves bretonnes et normandes, Houlgate, Cancale, la Romanche, la Chapelle en Saint-Briac, etc. Et à 21 ans, robuste et bon nageur, je m'aventurais assez loin en mer, à l'aise dans l'eau comme la mouette dans l'air, et prenant de préférence mon bain de sel et de lumière aux dernières lueurs du soleil couchant. Un soir, c'était à la Chapelle en Saint-Briac, je raconte sans phrase au courant des souvenirs. Je prenais mon bain, comme d'habitude, en toute nonchalance. Il y avait ce jour-là beaucoup de promeneurs sur la grève, la dune et les roches. Au coucher du soleil, je crus m'apercevoir d'un mouvement inusité dans la foule des promeneurs, courant par bandes affolées sur le bord des plus hautes roches, avec de grands gestes que je distinguais fort bien, et sans doute de grands cris que la distance et le bruit des lames m'empêchaient d'entendre. Je compris qu'il y avait un baigneur en danger. D'un rapide coup d'œil, j'embrassai l'horizon et me dirigeai en toute hâte vers le point de la mer où semblaient converger les gestes de la foule. À quelques brasses de moi, une tête blonde roulait échevelée dans l'écume des lames. Je fus bientôt sur elle et pus saisir à plein corps une jeune fille presque évanouie. Elle ouvrit démesurément les yeux, me regarda fixement, et riva ses 2 mains à mon cou dans une étreinte désespérée, mais presque aussitôt les mains se détendirent, et je n'eus qu'une masse inerte à maintenir à flot, tandis que je nageais d'un bras. La grève n'était pas loin, mais la mer se retirait,
Et tu sais que dans cette conche étroite creusée en entonnoir, le flot de jusant, très rapide et presque irrésistible. J'eus peine à vaincre la barre d'écume et j'étais à bout de force quand je heurtai la grève. Pris de vertige, j'eus comme un éblouissement funèbre avec un grand frisson d'anéantissement. Mes yeux se fermèrent. Voilà tout dans mes souvenirs. Et tous deux furent sauvés, interrompit vivement le comte. Oui, mais attends la fin. Je n'ouvris les yeux que 12 heures après, dans mon lit d'auberge. Au chevet, un grave personnage inconnu semblait épier mon réveil. Elle est sauvée, dis-je d'instinct. Oui, me répondit-il en me prenant les mains avec effusion. Ma fille, grâce à vous. Puis après quelques instants de silence. Quand on a fait preuve d'un tel courage, on doit être homme d'honneur. Je vous en prie, ne cherchez pas à me connaître. Vous me voyez heureux et navré, victime d'un grand désastre, obligé de cacher mon nom, même de quitter la France. Mais certainement nous nous reverrons dans un avenir très prochain. Aujourd'hui, pardonnez-moi. Et me serrant de nouveau les mains, le mystérieux personnage disparut en hâte, comme si quelque inexorable fatalité lui poussait les talons. Pour ma part, j'ai eu un mois de fièvre, et quand je pus me rendre à Saint-Malo, le père et la fille avaient quitté l'hôtel depuis 20 jours pour une destination inconnue. Où était-il? Le sire de tant de navires s'efface à chaque heure sur la mer. On le supposait d'une grande famille étrangère, de l'Amérique espagnole, je crois. À une époque aussi troublée que la nôtre, était-ce une affaire politique ou quelque sinistre financier qui les expatriait? Je ne l'ai jamais su. Et cette jeune fille, continua le comte, ému et surpris, avant l'heure du péril, tu ne l'avais pas encore vue? Bon, je l'avais rencontrée 2 fois sur la grève. J'avais admiré sa bonne grâce de petite fée grandissante. Oh, elle avait 15 ans peut-être. Sa luxuriante chevelure m'avait ébloui et j'étais resté sous le charme de ses yeux songeurs, révélant tout un monde de pensées dans l'aurore de la femme. Comme tu en parles, quel afflux d'éloquence, dit Henri avec le plus ameillant des sourires. Non, je raconte simplement, reprit Georges. Je fus comme un fou durant toute la saison chaude. Aux premières fraîcheurs de septembre, le cerveau se calma. Ce fut alors que je me réfugiai dans l'art comme un désespéré, et qu'un matin d'octobre, oh, je m'en souviens si tu l'as oublié, je vins à toi en te disant « Henri, comme colorise quelque chose en moi, je voudrais voir l'Orient. Qu'en penses-tu » Peut-être 10 000 francs suffiraient. Et pour toute réponse, tu m'en donnas 30, avec le geste affable et le sourire princier de Laurent le Magnifique. Le dieu des beaux-arts m'en a su gré, tes succès me récompensent. Mais pour en revenir une fois encore à cette jeune fille, tu ne l'as jamais revue? Jamais. Et si, tôt ou tard, tu la rencontrais? Oh, je donnerais tous mes rêves de gloire et mes plus saines joies d'artiste pour une heure d'amour en toute franchise de cœur. Mais descendons de ces nuages platoniques et parlons un peu de toi, cher ami. On prend des années sous les hautes futaies de son parc, aussi bien que sur les planches d'un navire. À ton tour, raconte-moi tes aventures. Es-tu resté garçon ou n'aurais-tu pas de beaux enfants à me faire embrasser? Non, pas encore. Mon genre de vie placide et d'apparence heureuse ne s'est guère modifié depuis ton départ. Bains de mer, ville thermale, champs de course, bals et théâtres, toujours la même chose et toujours à peu près les mêmes figures. Cette éternelle existence au beau fixe, implacable comme le bleu indigo du ciel napolitain chanté par les guitaristes,
commençait à me donner sur les nerfs, quand un incident fort inattendu s'est présenté dans ma vie. Oh, mais quelques mots suffiront, puisque tu veux bien m'écouter. Dans l'après-midi d'une chaude journée fleurie, où il y avait quelques nuées d'orage dans l'air et les plants du jardin embaumaient, je répétais au piano une fantaisie de Chopin, ému comme toujours de cette musique étrange, nerveuse et saccadée, qui vous emporte dans son tourbillon de fièvre avec des notes poignantes comme un sanglot dans un rêve, quand j'aperçus derrière moi, dans la glace et comme encadrée dans le chambranle de la porte, une jeune femme blonde, vêtue de noir, immobile comme une statue, et semblant écouter de tout son être dans le religieux silence du recueillement. Je voulus m'interrompre, mais d'un geste souverain et d'un regard où il y avait autant de prière que d'autorité, elle m'obligea de continuer mon thème. Et seulement lorsque les dernières vibrations s'éteignirent, elle vint à moi comme les apparitions en longues robes traînantes que Jean de Fiesole faisait glisser dans les fresques de ses paradis. Sa grande chevelure lui ruisselait aux épaules. Elle n'était pas d'un blond cendré, ni blond d'ambre, ni blond de lin, mais d'un blond tonique, presque châtain, à reflets d'or. Ici, l'attention de Georges redoubla. « Très bien, monsieur le comte, me dit-elle, vous comprenez la musique des maîtres. » Je m'empressai de faire asseoir ma belle visiteuse et lui demandai ce qui me valait l'honneur de sa venue. « Un vulgaire motif d'intérêt, me répondit-elle d'une voix toute musicale. Nous tombons des hauteurs de l'art sur la réalité plate. Mais avant de vous exposer l'objet de ma visite, permettez-moi de vous présenter l'indiscrète personne qui a pris la liberté de vous déranger. » Je m'inclinai respectueusement. « Vous ne vous en doutiez peut-être pas, continua-t-elle, mais je suis de vos parentes. Je me nomme Marie Alvarez. Vous souvient-il ce nom-là dans votre famille ?»« Ah, en effet, répondis-je après réflexion. Du côté maternel, parenté latérale, un peu lointaine, mais réelle. »« Ma mère étant cousine de la vôtre, reprit-elle d'une voix réservée, je me trouve donc un peu votre nièce. Nous avons très longtemps vécu à l'étranger. Moi-même, je suis né en mer, au bercement du navire, dans un voyage au long cours de Liverpool à Valparaiso. Ma mère était trop souffrante pour me donner son lait, et comme il y avait une chèvre à bord, elle fut ma première nourrice. Ce qui explique, m'a-t-on dit, mon caractère fantasque. Très bizarre, en effet, interrompit Georges d'un ton de surprise enjoué, absolument comme l'ancien maître des dieux, dont je comprends aujourd'hui l'humeur capricante. Tu m'y fais songer pour la première fois. Mais pardon, continue. Donc j'abrège mon récit pour ne pas t'ennuyer. Elle me raconta que son père, un Espagnol de race, s'était réfugié à la frontière de France en temps de trouble. On se battra toujours au-delà des Pyrénées. Qu'il avait connu et épousé sa mère à Argelès, et qu'espérant refaire sa fortune, il avait navigué dans l'Inde et les deux Amériques. Qu'en fin de compte, comme un lièvre qui fait sa randonnée, il était revenu au gîte pour être successivement maître de fort dans l'Ariège, raffineur de sucre dans le Pas-de-Calais, à Corbehem, je crois, et que tout récemment il était venu s'échouer dans une filature à Fleury-sur-Andelle, où il se trouvait traqué par une meute de créanciers avec un passif de 200 000 francs, et que dans cette crise désastreuse, elle craignait un coup de tête que son père avait quelque chose d'égaré dans les yeux, et qu'elle avait pris sur elle de venir à moi de son propre mouvement. Elle me parut très digne et très émue, et me dit en achevant « Monsieur le comte, si ma démarche vous paraît étrange, oubliez-la et pardonnez-moi. Mais si elle vous semble toute naturelle, faites simplement ce que vous dira votre cœur. » Je la rassurai en prenant congé d'elle, et il résulta de mes informations que le noble Castillan, habile joueur de guitare et grand rouleur de cigarettes, n'était pas plus fait pour l'industrie qu'un poète lyrique pour la traite des Noirs,
qu'il avait constamment périclité dans les deux mondes, et en résumé, comme la mauvaise chance entrait au moins pour les trois quarts dans son jeu, je payais les créanciers. Et de deux pour ce dévouement de famille, s'écria Georges spontanément, dans un sincère élan d'enthousiasme. Oui, reprit Henri d'un ton modeste, mais grâce à moi, l'honnête homme, depuis, a pu tranquillement s'éteindre dans son lit, et il m'a légué son trésor de fille. Destiné sans doute à devenir ton joyau de femme? Comme tu le dis, oui. Elle me semblait un peu brusque et bizarre d'abord, mais je me suis fait à son caractère. Elle est vive, intelligente, enjouée, spirituelle, très bonne musicienne, et je dois te dire qu'elle comprend fort bien tes paysages, qu'elle admire à tous les salons. C'est une de tes enthousiastes, et récemment elle a su trouver bec et ongle pour te défendre contre un groupe de prétendus réalistes qui voient mal et qui peignent lourd, gris, terne, sec et dur, en croyant copier la nature, qui se moque éternellement d'eux, sachant qu'elle n'est pas comprise. Marie Alvarez, cher ami, connaît toutes tes œuvres et t'apprécie, crois-le bien, ta rare valeur. Mais je me trouve naïf, voilà une grandeur que je dépense à te parler d'elle quand j'ai sur moi son portrait. Une miniature ovale tout récemment peinte et assez bienvenue sur une feuille d'ivoire. En attendant que je te présente à l'original, tiens, regarde. Qu'en dis-tu? Ici, Georges fit à haut le corps à en perdre l'équilibre s'il n'avait eu si bonne assiette sur son trône de mousse. La jeune fille qu'il avait sauvée, devenue femme, lui souriait comme la Joconde dans ce petit cadre ovale à fil d'or. Sa voix lui resta dans la gorge. Mais comme pour sa part le comte attachait les yeux fort complaisants sur la gracieuse et vivante image, le trouble de Georges lui échappa sans doute. Et quand il interrogea du regard le paysagiste, « Oh, très belle, répondit Georges, et tu l'aimes? Je l'aime, oui et non, pas précisément. Non, je suis pas fou, ce n'est pas du délire, mais entrée dans ma vie par surprise, elle y est restée comme un enchantement. Et je crois que si je venais à la perdre, je ne m'en consolerais pas. Alors, tu l'aimes profondément, dit Georges d'une voix lente et toute songeuse. Et un combat terrible se passa dans le cœur du pauvre artiste, qui se trouvait entre l'homme dévoué et l'ami des grands jours, qu'il avait arraché lui-même de l'abîme, et la femme de ses rêves qui lui souriait dans tout le rayonnement de sa beauté. Il allait la revoir sans doute, dans une heure peut-être. Il comprit que s'il restait, il n'aurait plus la force de partir, et il fallait se décider vite. La lutte fut héroïque. Il triompha, des perles de sueur froide lui couronnaient les tempes. Allons, se dit-il, soyons hommes. Et il chercha quel honnête prétexte il pourrait bien inventer pour que son brusque départ eût une apparence de raison. Il se creusa la tête et crut avoir enfin trouvé. Pour mieux jouer sa grave comédie, il se frappa le front comme au choc d'une idée subite, descendit vivement de son tertre sans mot dire et, d'un air fort préoccupé, s'étira, s'ébroua, étouffa même un petit bâillement, cligna des yeux du côté de sa pique et de son parasol, puis se plantant droit devant le comte. Oh, mais tous mes regrets, cher ami, mais avec toi j'oublie les heures. Non pas que je veuille en égoïste achever mon esquisse aujourd'hui, mais le soleil baisse, et pour être en gare avant la nuit, je n'ai pas trop de mes deux jambes. Comment en gare tes deux jambes, répliqua le comte surpris, et faisant la moue tu plaisantes. Tu ne veux pas me donner les traînes de ton retour? Puisque tu as fait tant que de venir jusqu'à mes vieux arbres, reste au moins une semaine ou deux, que j'ai le temps de te reconnaître. Qui t'en empêche et qui te presse?
Tu n'as pas, je suppose, quelque diablotin à tes trousses, comme aux balades du Moyen-Âge. Alors, c'est décidé, tu restes. Non, impossible, répondit Georges avec le plus grand sérieux. Je m'aperçois un peu tard, comme toujours, que je suis un pauvre étourdi, m'amusant aux fleurs de la route et oubliant le principal comme le chaperon rouge. Tiens, regarde, départ de Hambourg le 18 à 6 heures du matin. Nous sommes au 15. À peine ai-je le temps, toute hâte. Et à l'appui de son dire, le paysagiste exhibait une carte imprimée des vapeurs réguliers, faisant par mer le service de Hambourg à Bergen, carte qu'il avait prise à tout hasard en passant à Granville. Il ajouta je serai seul, peu m'importerait l'époque du voyage, mais là-bas doit m'attendre un camarade d'atelier de la rue Carnot, un ami fervent, qui, durant ma longue absence de Paris, s'est religieusement consacré à mes succès d'artiste en exposant mes toiles à tous les salons. C'est grâce à lui que mes envois de chaque année n'ont pas été interrompus. Puis-je décemment lui fausser compagnie et laisser se morfondre au quai d'embarquement un si brave camarade, après avoir engagé ma parole? Non, non. Nous devons faire ensemble notre tour de Norvège. Et des pays du soleil, je remonte au pays des neiges. Après avoir peint des palmiers et des cèdres, on fera des bouleaux et des pins. N'est-ce pas original comme loi de contraste? Et sans être trop indiscret, poursuivit le comte opiniâtre, serais-je le nom du malencontreux ami qui t'enlève? Julien Boer, le peintre de marine dont tu possèdes une écluse et un bassin de carénage. Et entraîné lui-même par la conviction de son courageux mensonge, Georges fut allé en Norvège, comme il le disait, pour être jusqu'au bout dans la logique de son rôle. Henri se récria pourtant. Georges répliqua et plaida si chaudement sa cause qu'elle était bien près d'être gagnée. Mais quelque chose d'imprévu dérangea toutes ces combinaisons. La fatalité s'en mêla comme toujours. Cette fois, elle tenait en main une petite ombrelle verte au fond de la grande avenue. Le comte l'aperçut le premier et le cœur allégé s'écria tout joyeux. Ah, ma foi, tant pis pour toi. Voici la châtelaine qui s'avance de l'autre côté. Tu lui expliqueras tes raisons comme tu pourras. Essaye de la convaincre. Pour moi, je m'efface absolument. Chapitre 2. La belle promeneuse n'avait pas encore aperçu nos deux personnages quand elle arriva au point culminant de la grande avenue, sur la pelouse de haute lisse où se croisaient les 4 chemins verts. Là, elle s'arrêta court en repliant son ombrelle. Soit que la pente assez rude à monter l'eût un peu fatiguée, soit qu'elle fût trop animée par une marche rapide, soit enfin que les rayons vivifiants des premiers soleils lui eussent empourpré les joues, elle jugea à propos de faire une halte, s'orienta du regard et respira longuement. Étaient-ce les parfums des pommiers en fleurs, répandus par larges traînées dans l'air attiédi? Étaient-ce les violettes cachées ou les épines blanches qui parlaient du printemps à ses petites narines roses, dilatées et toutes frémissantes? Non, sans doute, non, sa pensée n'était ailleurs qu'aux idylles ce jour-là. D'instinct, elle flairait quelque chose d'inconnu dans la brise. D'ailleurs, les attributs de l'artiste en voyage, la pique et le parasol au bord du chemin creux, n'avaient pas échappé à son premier coup d'œil et venaient d'évoquer brusquement dans sa mémoire toute une scène lumineuse du passé, mais d'une époque déjà lointaine où la réalité se mariait au rêve. Elle tressaillit comme éclairée d'un infaillible pressentiment, et quand d'assez loin, près du comte, elle aperçut l'étranger, elle n'eut pas un doute. C'est lui, pensa-t-elle. Presque sans le savoir, elle l'avait reconnu. Tout le sang de ses veines lui reflua au cœur.
Elle n'était guère préparée à une commotion si forte, et fut obligée de s'appuyer à l'instant sur la haute canne de son ombrelle marine. Elle se maîtrisa pourtant peu à peu, et quand elle put reprendre sa marche, cette fois grave et recueillie, elle avait recouvré tout le sang-froid apparent qu'exigeait la situation nouvelle. Le comte vint à sa rencontre et, lui prenant la main, « Heureuse fortune pour nous, Marie. Permettez-moi de vous présenter un de mes plus anciens amis, que jusqu'à présent vous connaissiez simplement par ses œuvres, Georges Fontan, qui nous revient d'Égypte. » Georges s'inclina profondément en essayant de voiler son trouble. « Soyez le bienvenu, monsieur, dit Marie de sa voix musicale et pénétrante, impassible de visage, mais avec l'accent du plus grand accueil. « J'ose espérer, Marie, reprit le comte, que vous serez plus heureuse que moi. Georges voulait absolument repartir ce soir même. À peine ai-je eu le temps d'entrevoir. Faites-moi la grâce d'insister pour qu'il nous reste au moins quelques jours. » « Ah, monsieur, dit Marie en le regardant bien cette fois, je vous en prie. » Pour toute réponse, l'artiste s'inclina de nouveau dans le rayonnement de son regard. Oh, il était subjugué. Le comte de Morsaline ramassa son fusil qu'il avait failli oublier, faute assez grave pour un chasseur. Georges boucla tant bien que mal sur un coin d'épaule les courroies de son équipement, et Marie Alvarez rouvrit son ombrelle en reprenant le chemin de l'avenue. Ils revinrent ensemble à menus pas au château, en échangeant un peu au hasard quelques phrases toutes faites sur la belle soirée d'avril. De quel siècle datait le château? Était-ce brique ou granit de Barfleur? Et le mobilier, de style Renaissance ou Louis XV? Peu nous importe, n'est-ce pas? Ce que je puis vous affirmer, c'est que notre nouvelle hôte trouva dans sa chambre d'amis linge de luxe, brosse à barbe, lime à ongles, rasoir de bonne trempe, ciseaux droits et curvilignes, petits et grands miroirs, savon très onctueux, eau de senteur où les fleurs des deux mondes se donnaient rendez-vous, en un mot, tout ce qu'il lui fallait pour refaire sa toilette de pèlerin, de sorte qu'il descendit fort présentable à l'heure du dîner. Il devait dîner seul. Il y avait bien un quatrième couvert pour une respectable demoiselle de la maison, une sœur puinée de feu Alvarez, que je cite seulement pour mémoire, mais elle fut peu gênante ce soir-là, ayant dû s'absenter pour une œuvre de charité et poussée à quelques lieues jusqu'à Sainte-Mère-Église, d'où elle devait revenir le lendemain. Ils dînèrent donc tous trois seuls et purent deviser librement en toute fantaisie. Je crois que, parmi les nombreux indigènes de la Manche et du Calvados, et même des 5 départements de l'ancienne Normandie, pour ne pas trop élargir notre cercle, on eût trouvé difficilement, dans la sélection humaine, des types aussi accentués que ceux de nos trois personnages, comme richesse intrinsèque d'organisme et rare produit moderne de notre monde civilisé. Il avait très belle mine, le paysagiste, avec sa fine barbe rousse en éventail, comme les aimait notre cher et regretté Ricard, petit-fils du Titien, né par erreur sous notre latitude. Mais ce qu'il avait de plus particulièrement remarquable, c'était l'œil. L'iris, brun comme une goutte de café noir, était sablé de points d'or, et le regard, sérieux et recueilli, avait une longue portée, comme ceux des marins, des rêveurs et des fauves, habitués à embrasser d'un coup d'œil de grands espaces de mer ou de ciel. Pour avoir longtemps vécu dans les sables d'Égypte, il avait gardé dans l'œil un vague reflet du désert, et quand le regard s'animait sous une paupière frangée de longs cils, il y avait là du velours et du feu. À l'appui du regard, la parole était vive, ardente, colorée, tout en images, comme les versets de la Bible et les récits des conteurs orientaux. À son insu, Marie Alvarez subissait le charme étrange de ses regards
et vibrait au son pur de ses paroles magiques. Elle était vêtue simplement d'une robe vert pâle, garnie de dentelles noires, dont le corsage échancré carrément faisait singulièrement valoir la jeune femme épanouie dans son luxe de beauté. Le cou d'une blancheur mate était merveilleux d'inflexion au moindre caprice de la pensée. Et aux torsades opulentes de sa chevelure, on comprenait qu'à la rigueur elle aurait pu s'en habiller comme Ève. Sa voix musicale était grave comme un son d'orgue ou caressante comme une prière de petite fille. Le comte, dont vous connaissez déjà le portrait, fut comme toujours affable et spirituel, doué de la rare faculté de savoir bien écouter, très sobre d'interruptions, fort heureux d'assister à cette paisible fête de l'intelligence, où le cœur entrait pour une grande part, et nullement fâché d'ailleurs, de réchauffer son flegme un peu britannique à cette ardente causerie dont Georges et Marie faisaient à eux deux presque tous les frais. C'est réellement tout un monde que la conversation intime d'un artiste bien doué, qui voit juste, apprécie bien et trouve la plus belle des langues, la nôtre, pour traduire en notes rapides et colorées tout son flux pittoresque de riches pensées inattendues. Bien que d'un ton fort réservé, Maria Alvarez fut très curieuse au fond, comme sans doute elle se croyait en droit de l'être. Nerveuse, inquiète, incisive, interrogeante, elle multiplia les questions sur tous les points, serrée d'arguments comme un réquisitoire. Elle voulut tout savoir de sa vie, surtout après son départ d'Alexandrie, depuis 3 années, époque de ses dernières nouvelles au comte de Morsaline, son meilleur ami. Comme Georges n'avait rien à cacher ni rien à inventer, ses explications furent toutes naturelles. Il raconta qu'à son arrivée à Alexandrie et durant son séjour au Caire, jaloux d'abord de se faire un nom à tout prix, il avait travaillé avec rage à en perdre les yeux, étudiant les sables, les ciels, les grèves, essayant de rendre la grâce de forme ou la grandeur d'aspect des platanes, des lentisques, des cèdres ou des tamariniers. À ses yeux, la couleur n'était plus dans l'empattement en éclaboussures papillotantes des romantiques, ni dans les froides grisailles aux maigres contours des ingristes. Pour lui, la vraie couleur était simplement la logique de la lumière tombant sur les objets et en précisant les valeurs relatives. Ce qu'il avait essayé de rendre, ce qui constituait la réelle originalité de ses œuvres, grassement éclairées, sans charlatanisme de ton criard. Il raconta qu'en partant d'Alexandrie, il était allé à Zanzibar, et de là sur la côte orientale d'Afrique, et qu'en s'engageant dans l'intérieur des terres, lui et son escorte avaient été capturés par un chef de tribu indigène qu'il avait gardé 3 ans prisonnier, et qu'il avait eu la vie sauve grâce à son talent de peintre. Il avait grossièrement esquissé, disait-il, sa majesté africaine, assez haute en couleur, nuancée d'acajou, une espèce de sous-look moins l'uniforme, ainsi que la reine teintée de palissandre, les principaux dignitaires couronnés de plumes d'oiseaux rares, et toute leur progéniture, vrais singes d'enfants grotesques à jambes grêles et à tête d'hydrocéphale, tels que déjà nous avait montré Descartes, etc., etc. Et au bout de 3 années d'anxiété, de fièvre, de nuits à moustiques, de peintures forcées, il avait dû sa délivrance au passage d'une grande caravane anglaise qu'il avait très hospitalièrement recueillie. Il rapportait dans ses poches de voyageurs une foule de menus objets tenant peu de place, mais du plus grand prix. Il étala sur les fleurs de neige de la nappe damassée de petits scarabées historiques de cornaline orientale, d'émeraude et de jaspe vert, qui avaient eu l'honneur de dormir plusieurs siècles sur la poitrine des pharaons défunts dans une hypogée de la Haute-Égypte. Des fragments d'ambre jaune d'une admirable transparence où s'enchassaient parfaitement conservés des insectes aux corselets noirs et aux élytres de vermillon. Curieux spécimen d'espèces disparues
qui, bien avant notre déluge, depuis des milliers d'années, furent embaumés tout vifs dans ces merveilleuses larmes d'or. Enfin il exhiba 2 perles rares que lui avait données l'imam de Mascate, perles en forme de poire, grosses comme les perles blanches de notre Guy d'Europe, et que Marie Alvarez trouva fort belles. Il glissa ses 2 gouttes de lait irisées dans le creux de sa petite main longue, fluette, moite et rose, et pour elle, Marie Alvarez eut un éclair involontaire dans les yeux. Et après le dîner, toute la soirée fut charmante. Elle se passa en musique. Marie Alvarez, d'une voix émue, pénétrante, fraîche de timbre comme celle d'un enfant, chanta les plus belles pages de Don Juan et de la flûte enchantée. La voix du paysagiste, un peu rude d'accent, mais d'une riche sonorité, fort juste et bien rythmée, ne fut pas trop indigne de Pamina dans le fameux duo d'amour en andante qu'on bise toujours au théâtre. Il fut également bissé par le comte, formant à lui seul tout l'auditoire, et lui-même fit preuve de la meilleure grâce en exécutant avec la sûreté de main d'un maître la marche turque, vraie musique de fête, de joie et de lumière, qui pour le nouvel hôte s'épanouissait en fleurs de bienvenue. On se quitta un peu tard. Marie Alvarez fit une profonde révérence au paysagiste, mais sans lui offrir la main, et le comte reconduisit Georges à son oreiller en lui disant « Oh, comme tu es ici chez toi, tu commanderas. Demain à ton gré, tu dormiras ta grasse matinée ou tu continueras ton esquisse dans l'avenue des Hêtres. Moi, je reprendrai mon fusil et les furets pour achever, si faire se peut, l'instruction de mes rongeurs. À 11 heures précises, le déjeuner s'il en te convient. Alors nous aviserons pour l'après-midi. » Le programme fut adopté. Nos rêves, a-t-on dit, ne sont pas autre chose que l'intensité de la vie réelle en rose ou en noir. Cette nuit-là, tous 3 dormirent en rose, mais les rêves furent bien différents. Marie Alvarez se demanda d'abord si les raisons que l'artiste avait données de sa longue absence étaient fort concluantes. Il restait à cet égard dans sa pensée quelques nuages persistants, mais ils se dissipèrent dans l'envahissement du premier sommeil. Quand elle fut entrée dans le pays des songes, perdant les notions de l'espace et du temps, elle rêva que Georges lui faisait une cour assidue de 8 années, 1 an de plus que Jacob pour Rachel. Mais les événements s'accomplissaient dans les plus singulières conditions. Elle traversait à la nage un grand lac d'Égypte dont elle ignorait le nom, ou bien au-delà du Nil blanc. Et dans les eaux tièdes et parfumées, parmi les roses bleues des nymphéas, Georges la poursuivait sans pouvoir jamais l'atteindre. Ce lac était immense et la poursuite dura 8 années, au bout desquelles le nageur épuisé succombait. Au dernier souffle, au dernier regard de l'infortuné poursuivant, elle fut prise de pitié, se détourna pour l'envelopper de ses 2 bras, et puis le ramener vivant dans une île fleurie, où commença pour eux l'éternité des plus saintes joies permises, comme dans une féerie de l'Ancien Testament. Le sommeil de Georges le conduisit par des chemins de traverse au palais de la Belle au bois dormant. La difficulté n'était pas d'y entrer, mais cette fois d'en sortir. D'antiques forêts sans issue, hautes comme des flèches de cathédrale, en défendaient les abords. Et de la dernière fenêtre, on n'apercevait ni la campagne ni la mer. Georges essayait de fuir, mais ses jambes se dérobaient. Et dans un palais diaphane, en costume de cérémonie, sur un grand lit de parade, une jeune et belle dormeuse, la fiancée de son meilleur ami, lui souriait les yeux fermés, l'apercevant fort bien à travers ses paupières closes, et il entendait sa pensée lui dire clairement « Oh, pas d'effort inutile, tu ne partiras plus ». Pour le comte, il rêva tout naturellement de son prochain mariage,
Georges étant son témoin, et de longues années d'un bonheur paisible où toute une lignée de petits morsalines, élevés dans des traditions du père, vivaient en protecteur intelligent des beaux-arts, comme une vraie filière moderne de Médicis, par un heureux anachronisme dans notre siècle de fer anglo-américain. Georges fut sur pied de grand matin et chercha à savoir où il se trouvait. Était-ce bien sur notre globe ou dans le royaume des fées? Il ouvrit ses fenêtres, l'air vif le dégrisa. La mer boutonnait en bas à 3/4 de lieue, et sur les pentes boisées, la grasse Normandie étalait franchement ses verdures aux caresses de l'aurore. L'instinct du paysagiste se réveilla. Georges partit pour l'aventure des hêtres, prit l'avenue, se mit résolument à l'œuvre dans la rosée, et à 11 heures, son esquisse était finie, avec une large traînée de soleil sous les branches et une fine buée d'opale à la ligne d'horizon. « Tiens, dit-il à Henri, qui vint à sa rencontre, voilà ton avenue pour décorer ta salle à manger. Oh, j'en suis pas mécontent. Il fera très bon effet dans un petit cadre biseau sablé. » Marie était descendue. Elle admira l'esquisse et on déjeuna d'assez joyeuse humeur, l'acclimatation morale et intellectuelle étant déjà parfaite entre les trois convives. À table, on parla de ce qu'il y aurait à voir aux environs dans l'après-midi. On cita la tour de la Hougue, célèbre par l'éclatant désastre de Tourville, le phare de Barfleur, qui ne ressemble à rien à son illustre frère de Cordouan, le somptueux édifice de Louis XIV, mais qui, tout moderne, dresse d'un jet dans le ciel sa tige de granit monochrome, comme un jonc démesuré d'un seul brin, qui, planté dans l'écume des marées, peut sans crainte osciller aux tempêtes avec son étoile blanche au front qui regarde à 10 lieues. Enfin, on parla de la Sinope, petite rivière sinueuse dans une vallée profonde, très pittoresque vers la fin de son parcours, entre le hameau de l'Est et le havre de Kinéville. Consulté sur les 3 points, Georges donna la préférence à la petite rivière. « Adopté, dit Henri. Et puisqu'il en est ainsi, la vallée se trouvant à 1 lieue tout au plus, je vous y conduirai d'abord, et Marie t'en fera les honneurs, tandis que je retournerai jusqu'à Sainte-Mère-l'Église, cherchant mademoiselle Marthe d'Alvarez, pure espagnole du pays des oranges, qui n'aime guère à voyager seule en voiture, et que mon plus habile cocher ne rassure pas. Vous aurez tout le loisir de faire une belle promenade, et les premiers rentrés à la maison attendront les retardataires. » Le plan fut agréé. On attela à 12:30. À 1 heure, près de Kinéville, à l'embranchement des routes, Georges et Marie mirent pied à terre et le comte tourna bride en leur disant « À ce soir !» La vallée s'ouvrait à quelques pas de la route. Georges et Marie n'eurent qu'à descendre par un étroit sentier entre 2 haies où 2 personnes ne pouvaient passer de front. Marie prit les devants à titre de Cicérone en marchant assez vite, et bientôt les 2 promeneurs virent miroiter la petite rivière déroulée comme un ruban d'azur au fond de la vallée. Le temps était superbe. Dans le ciel calme d'un bleu pâle, quelques nuées diaphanes traînaient nonchalamment comme des écharpes blanches. Le printemps n'était pas très avancé. Les ormes et les chênes n'avaient pas encore de feuilles, mais par milliers les bourgeons pétillaient au bout des branches, et les petits saules de la rivière, tout frais habillés de vert tendre, se contemplaient en compagnie des larges fleurs d'or, des populages, des aigrettes neigeuses, du trèfle d'eau et des élégantes cardamines rosées. Les églantiers n'avaient pas encore fleuri, mais déjà les pommiers, les aubépines, les violettes avaient donné leurs notes suaves dans le concert des parfums printaniers. Et les oiseaux chantaient. Le merle redisait tout en joie sa ritournelle au son flûté. La grive répétait sa phrase accentuée au timbre guttural.
De fort loin, à la cime des hauts arbres, les ramiers, roucoulant à voix sourde et profonde, versaient au cœur de graves pensées d'amour. Et par intervalles, au vent frais de la côte, la mer qui brisait à une demi-lieue, et qu'on entendait sans la voir, dominait tous ces bruits sans les éteindre, et jetait comme un orgue de fête sa rumeur grandiose aux premières solennités du printemps. Ils étaient seuls tous deux, libres pour la première fois d'échanger sans contrainte leurs pensées, et ils avaient tant de choses à se dire, eux surtout, qui ne s'étaient jamais parlé. Bien qu'il se fût passé 8 années depuis la scène tragique où Georges avait fait preuve d'un si grand courage, le souvenir a été présent dans la mémoire de Marie Alvarez, comme si l'épisode eût daté de la veille. Ce grave paysagiste, revenu sans mot dire des pays étrangers, bronzé par les soleils du Nil, et déjà célèbre à un âge où tant d'autres commencent à peine à faire parler d'eux, il était là, marchant tout près d'elle, réglant son pas sur le sien, et l'enveloppant de ses regards discrets, dont il essayait d'assouplir les lueurs, qui révélaient une rare énergie dans l'homme et dans l'artiste d'une douceur infinie. Quand ils furent arrivés presque à la berge de la rivière, sur une haute pelouse arrondie en divan naturel, elle s'arrêta et lui indiqua du geste, comme elle lui eût offert un fauteuil dans son salon, une place dans l'herbe où elle s'était assise la première. Elle jugea que l'heure était venue enfin d'être éclairée. Elle était fort émue, mais décidée à tout savoir. Elle se recueillit un instant pour assurer son courage et entraîna l'entretien résolument en femme assez forte pour tenir tête aux éventualités les plus désespérantes. Elle commença presque sur le ton de l'indifférence. « Vous m'avez bien reconnu, n'est-ce pas ?» dit-elle, ses yeux d'un vert sombre interrogeant les siens. D'un signe de tête affirmatif, Georges répondit aussitôt, comme si l'ombre d'un doute l'eût gravement injurié. « Hé !» continua-t-elle, « vous n'avez pas songé un seul instant que cette petite fille, devenue grande depuis, dont vous avez sauvé la vie au péril de la vôtre, pourrait en conserver quelque gratitude et serait peut-être un jour heureuse de vous l'exprimer. Oh, ce que j'ai fait était fort simple, très naturel, et tout autre à ma place. En eût fait autant, vous croyez ? Répliqua-t-elle un peu désappointée. Alors en sauvant cette jeune fille, vous n'avez obéi qu'à un mouvement de commisération banal. Vous l'avez secourue comme toute autre baigneuse anonyme en détresse, ne vous préoccupant que d'un facile devoir accompli. Non, certes, se récria vivement l'artiste, et j'aurais donné tout le sang de mes veines pour préserver des injures de la mère une seule boucle de sa chevelure. Ah, fit-elle tout heureuse, en voilant l'éclair de ses yeux, vous la connaissiez donc un peu déjà, vous l'aviez sans doute aperçue. Parmi les promeneuses de la grève, et j'avais admiré sa bonne grâce, toute française, et quelque chose de plus en elle, un type étranger, d'une aristocratie rare, qui me parlait de l'Espagne où l'Arabie a passé. Impression très juste, pensa-t-elle avec une imperceptible rougeur de joie, et reprenant la parole, pourtant depuis vous n'avez pas cherché à savoir ce qu'elle était devenue. C'était mon vœu le plus cher, mais après un mois de fièvre, quand je pus enfin marcher et revivre, elle et sa famille avaient déjà fait voile pour un pays inconnu. Le monde est-il donc si grand, répliqua-t-elle, aujourd'hui qu'on en peut faire le tour en 3 ou 4 mois. Dans un siècle de vapeur et de voies ferrées, on cherche, on demande, on s'enquiert, on s'informe. Il suffit de quelques signes indicateurs, en voulant bien avec un peu de persistance. Et le vrai nom que je ne savais pas, reprit-il avec une certaine animation, bien plus ému par ses lointains souvenirs que préoccupé de sa défense personnelle.
Ce fut alors qu'il lui raconta la visite précipitée qu'il avait reçue de son père, voyageant sous un nom d'emprunt et le suppliant d'oublier ses traces. « Ah, j'ignorais ces détails, répondit-elle, surprise et troublée, il m'en avait jamais rien dit. Et son cœur, immuable jusque-là, commençait à plaider de lui-même les circonstances atténuantes en faveur de l'artiste qui la contemplait. Georges ajouta « Oh, quelque chose de plus grave m'arrêtait. J'avais pressenti qu'elle-même m'interdirait de la connaître, qu'un abîme se creusait entre nous deux, qu'elle avait passé l'océan pour me défendre l'espérance. Et en effet, à quoi pouvais-je prétendre alors? Les vrais artistes peuvent prétendre à tout, répliqua-t-elle vivement, et sans transition, n'admettant pas les moyens termes. Elle lui cita Titien, Velasquez et Rubens, traités comme des princes par les souverains de leur temps. Oui, reprit-il en essayant un triste sourire, mais alors j'avais encore tout à faire. Aussitôt je voulus à tout prix conquérir un nom pour être digne un jour de la femme qui m'était apparue comme dans un rêve, si jamais le hasard ou la providence me permettait de la rencontrer. Un soupir involontaire échappa à Marie Alvarez. « Oh, il ne faut plus y songer, se dit-elle tout bas, le cœur plein de larmes. Il y eut un long silence, tandis qu'elle regardait en elle. Elle venait d'entrer dans un nouvel ordre de pensée où sa ferme volonté fléchissait. Elle en fut effrayée, comme si elle se repentait d'en avoir trop dit ou craignant peut-être d'en révéler davantage. Elle se leva brusquement et montrant du doigt sur la haute colline d'en face. Chapitre 3. Le lendemain, le premier rayon du soleil levant tomba sur la palette de Georges, installé déjà sur le pont d'une arche attenant au vieux moulin de la Sinope. Il était revenu seul au bord de la petite rivière où ils étaient deux la veille. Condamné à partir le jour d'après, il n'avait pas voulu quitter sa chère vallée sans lui dire un dernier adieu, et il tenait à emporter dans son bagage d'artiste un vivant souvenir de cette promenade où pour la première fois son amour avait discrètement parlé. Le comte, qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit, était parti de grand matin pour les dunes de Raneuville, espérant qu'une longue course à cheval dans les brumes de la Manche lui rafraîchirait le sang et que l'agitation du corps endormirait un peu la tempête morale. Mais il eut beau longer les grèves et lancer son coureur au ras du flot, jusque dans la haute et folle écume des lames, rien ne put calmer sa fièvre, et il eut grand-peine à patienter jusqu'à l'heure habituelle où Marie descendait au jardin. Elle n'avait pas dormi non plus, et pour elle surtout, cette nuit fut terrible. Pour échapper aux tourments de son insomnie, elle essaya de lire, mais nos plus grands écrivains, prosateurs et poètes, étaient fades près du roman de son cœur. Elle jeta un rapide coup d'œil sur sa vie. Que devait clore bientôt l'union projetée avec Henri de Morsaline. Ce mariage qui lui avait presque souri le mois précédent lui semblait aujourd'hui sérieux comme une prise de voile. Mais elle était résolue au grand sacrifice, se regardant comme engagée par sa promesse antérieure et comme indissolublement liée au grave gentilhomme qui avait si courtoisement aspiré à l'honneur de cette union. Le jour de sa demande, elle avait sans arrière-pensée mis franchement sa main dans la sienne, et ce jour-là, très certainement, sa petite main n'avait pas menti. Elle descendit à 10 heures comme d'habitude. À sa vue, le comte, pour la première fois, fut troublé comme un enfant. Il lui sembla que toute son énergie s'en allait. Il était planté, tout songeur, derrière une grosse touffe de lilas, confus d'abord et presque hésitant. Elle ne l'avait pas encore aperçu.
Cette fois, elle ne fit pas attention aux grandes corolles de ses magnolias, et à peine accorda-t-elle un regard distrait aux myosotis des sources acclimatées dans l'eau de son jardin. Mais en passant près d'une plate-bande de sable, elle se baissa vivement pour cueillir une jacinthe orientale, puis quelques brins d'hysope aux fleurets bleus, qui ce jour-là peut-être lui disaient quelque chose de l'Égypte et de Jérusalem. Elle était vêtue de blanc, un simple ruban mauve nouait sa chevelure. Tout en froissant les fleurettes parfumées dans ses doigts, elle marchait avec lenteur et recueillement. Henri la contemplait. De vagues souvenirs de poésie sacrée, d'Esther et de Saint-Cyr lui revenaient en mémoire avec des fraîcheurs d'aurore, et jamais il n'avait eu pour elle une si religieuse admiration. Dès qu'elle put apercevoir le comte, elle vint à lui, qui semblait se trouver là comme par hasard, tandis qu'en réalité il attendait depuis 2 mortelles heures. Quand les yeux de Marie répondirent aux siens, ce clair regard apaisa comme un enchantement tous les tumultes de son cœur. Il se demanda comment il avait pu douter d'elle un seul instant, mais décidé d'avance à lui parler le matin même, il entama l'entretien d'un ton qui n'était ni trop intime ni trop solennel, mais avec une certaine gravité dans la voix. « Marie, dit-il en forme d'exemple, je suis vraiment heureux de pouvoir causer avec vous quelques instants ce matin. Si vous le permettez, je tiendrai à votre assentiment sur quelques points en litige dans mon fort intérieur, et je serais très heureux de connaître votre manière de voir et de penser sur une question qui me donne à réfléchir. » Sans témoigner trop de surprise à ce grave début, Marie fit signe qu'elle écoutait. Il continua. Je dois vous avouer en toute franchise qu'il m'est venu des scrupules puérils peut-être, qui assurément ne pèsent pas sur ma conscience comme des remords, mais qui me préoccupent néanmoins, et même assez sérieusement pour que je prenne la liberté de vous en faire part. Je me suis demandé parfois si, malgré de belles apparences qui plaident dans ma faveur, je ne serais pas au fond un très grand égoïste. Marie répondit par un geste de dénégation en essayant de le détromper. Elle commençait à comprendre où il voulait en venir. « Je songeais ce matin même, dit le comte, un gentleman farmer, pas très vieux encore, c'est possible, mais un peu sûr, mûr déjà, ayant passé la trentaine, d'habitude rustique, presque sauvage, aimant la chasse à courre, le son des trompes, sa meute aux longs abois, et même le hennissement de ses chevaux. Et je me demandais si ce gentilhomme campagnard, confiné dans son manoir féodal comme un seigneur du temps jadis, a bien le droit d'enchaîner à son existence monotone la vie d'une femme jeune, belle, intelligente, faite pour s'épanouir en pleine lumière dans les bals ou les salons de Paris, qui seuls peuvent apprécier dignement ses éclairs de jeunesse, l'aristocratie de sa beauté, toutes les fleurs de son esprit charmant, et même, oh, pourquoi ne pas le dire, le grand style de ses toilettes vraiment incomparable. « Vous vous calomniez, monsieur le comte, » répondit-elle avec un demi-sourire. « Certes non, mais en réalité, est-ce une perspective bien attrayante que cet éternel horizon de prés, de bois et de grèves, aux fenêtres d'un vieux château perdu dans un fond de province, où trop souvent l'ennui doit tomber des plafonds. Enterrer de gaieté de cœur la jeunesse d'une femme et ses plus belles années dans une pareille solitude, n'est-ce pas aussi cruel que de prendre de beaux papillons de jour encore tout frémissants de la sainte lumière du soleil pour les clouer vivants dans les ténèbres? Vos comparaisons ne sont-elles pas un peu outrées, et ne représentez-vous pas, sous des biens sombres, quelques scènes tranquilles de villégiature, pour arriver au but simplement? Pardonnez-moi, reprit-il avec animation,
si je n'ai pas dit précisément ce que je voulais dire, et permettez-moi d'expliquer plus clairement ma pensée. Et mettant dans ses paroles un respect absolu et les nuances de la plus discrète réserve, mais avec un tremblement nerveux dans la voix, « Marie, dit-il, le jour où, n'écoutant que mes vœux personnels, je vous ai demandé votre main, ce jour-là peut-être vous êtes-vous cru lié à mon égard par des sentiments de gratitude exagérés, que j'apprécie sans doute et qui vous font à mes yeux le plus grand honneur. Mais si je n'avais rien dit encore, si je vous adressais aujourd'hui cette demande pour la première fois, votre réponse serait-elle absolument la même en toute liberté d'esprit, en pleine indépendance de cœur? Oui, monsieur le comte, dit-elle à voix basse et les yeux gravement baissés. Le comte respira. Il y eut un long silence, et quand ils se levèrent tous deux, avec son intuition de femme, Marie ajouta « Saviez-vous que M. Fontan veut absolument nous quitter demain? Sa résolution est inébranlable. Il paraît que ce voyage au nord lui tient décidément à cœur. » Oh, et moi, qui jusqu'alors avais regardé ce nouveau pèlerinage comme un simple prétexte. C'est donc réellement sérieux? Mais très sérieux, répondit-elle. S'il restait encore des nuages dans la pensée du comte, ils furent promptement dissipés. Le paysagiste, bon marcheur, rentra à l'heure militaire, rapportant l'esquisse de la synope que le comte trouva fort belle et que Marie Alvarez ne put voir sans être ému profondément. « Hier, dit Georges-Henri, je t'ai fait cadeau de mon avenue des Hêtres. Aujourd'hui, si tu le permets, je garde pour moi ce coin de vallée comme un souvenir du pays. » En déjeunant, on avait parlé pour l'après-midi d'une excursion à Saint-Vaast de la Hougue. On attela Sélim, alezan brûlé à crinière et queue flottante, un arabe très doux de 11 ans déjà, âge fort respectable pour un cheval. Néanmoins, mademoiselle Marthe, qui cette fois n'était pas sollicitée par une œuvre de charité, préféra rester à la maison. Ils étaient donc 3 pour ce voyage, Georges et Henri sur le devant de la voiture, Henri conduisait, Marie seule dans le fond où sa longue robe pouvait à l'aise s'épanouir son ampleur. Par la vitre baissée, il lui était facile, du reste, de renouer l'entretien interrompu, quand de temps à autre il lui en prenait fantaisie. Tout alla fort bien jusqu'à la croix des routes de Montebourg à Quinéville. Mais un peu plus loin, en vue des hautes ruines de Saint-Michel, où commence une côte rapide qui descend en droite ligne, Sélim fut quelque peu effarouché par de longs nuages emportés au vent de mer et qui, passant entre soleil et terre, barraient la route par intervalles de leurs grandes ombres fuyantes. Ce n'eût rien été, mais un troupeau de moutons poudreux se jeta dans les roues. On coupa le troupeau. Par surcroît d'embarras, c'était ce jour-là foire de Quéteou près Saint-Vaast, on n'y avait pas songé. Une bande indisciplinée de gros bétail, bœufs, taureaux, vaches et bouvillons, descendait la pente opposée et venait rapidement à leur rencontre. Les bêtes se rangent moins volontiers que les hommes. Il y avait surtout dans le nombre un petit taureau noir, sauvage, au regard de travers, qui faisait blanc de son œil et à qui, sans doute, la robe alezan de Sélim ne revenait pas. Il se rua sur lui en droite ligne et se campa sur ses 4 pieds en baissant la tête, comme s'il voulait éventrer le cheval et mettre à néant l'équipage. Sélim fit un bond de côté, se cabra, partit à fond de train sans qu'on pût l'arrêter, et vint s'abattre au bas de la côte sur la bande kilométrique. Georges et Henri furent jetés à terre violemment. Georges sur le gros tas de pierres des cantonniers, Henri au revers du fossé.
Marie Alvarez, à part quelques éclats de vitre, n'eut aucun mal. Elle s'échappa comme un éclair de la voiture et renversée, et quand elle aperçut Georges, étendu sans mouvement, pâle et la tête en sang, elle ne fut plus maîtresse d'elle-même et courut à lui d'abord.